habilités à circuler à cet endroit-là. Donc, cette charge n'a pu être déposée que par des militaires américains pour tuer d'autres militaires américains. Bien, vous ne contestez pas le fait que des avions soient rentrés dans les tours Bien du World sûr Trade que non, Center. Non, mais, mais attendez. Mais moi, je ne conteste aucun fait, justement. Moi, je me rapporte aux faits. Je conteste des déclarations qui ne correspondent pas aux faits. Oui, mais ça ne fait pas pour autant des preuves et ça ne donne pas d'argumentation à la thèse que vous êtes en train de développer. Serge Roche, déjà sur la disparition de l'avion, je rappelle que vous êtes un expert de ces questions. Bon, voilà, l'avion qui n'y est pas, si je puis dire, il y est ou il n'y est pas, et est-ce qu'il peut laisser des traces comme celle qui vient de Est-ce que l'avion peut rentrer dans un trou d'un mètre 50? Si ça vous ennuie pas, c'est moi qui pose la question. Alors déjà, le trou d'un mètre 50, on ne doit pas avoir les mêmes notions de trou, parce que moi j'ai une photo où on voit un pan de bâtiment qui fait à peu près 4 étages sur 3 niveaux en largeur. Donc déjà, c'est loin d'un mètre 50. Donc vous avez une photo qui date une demi-heure après. Oui, mais c'est la photo après effondrement, une demi-heure après. Non, mais je suis pas la bonne d'accord. photo. Vous dites notamment qu'il y a les premiers anneaux du Pentagone qui ont été touchés. Oui. On peut voir sur certaines photos, d'autres photos, qu'il y a au moins 3 anneaux. D'autre part... J'ai les photographies ici. Donc vous me montrez comment, conformément à ce que dit le département de la Défense, les anneaux intérieurs ont été touchés. Serge Roche, je me permets de vous dire, vous n'êtes pas obligé d'être prisonnier des photos que lui diffuse, même quand elles sont officielles. Ma première question est simple, est-ce qu'un avion de la taille de celui dont nous parlons peut, en effet, je dirais, laisser les traces qui sont celles que l'on observe sur le Pentagone? Oui, totalement. On a même là, bon, vous faites référence dans votre livre aussi qu'il n'y a aucune pièce métallique qui a été retrouvée de l'avion. Je vous signale quand même, il y a quand même 2 cas d'accident d'avion où on n'a rien retrouvé de l'avion. Sur le TAT qui s'est crashé au sud de Melun il y a une quinzaine d'années, l'avion est passé en piqué et a fait un cratère de 10 mètres dans le sol et on n'a retrouvé que la dérive. D'accord. Attendez. Et le vol au Tibet sur un Airbus 300 qui s'est crashé dans une montagne où on a pu repérer l'endroit de l'impact uniquement sur la trace laissée sur la montagne. On n'a rien retrouvé d'autre. Donc un avion peut disparaître de cette manière-là. D'autre part, un avion qui se crache sur le Pentagone ou les tours, arrive à une vitesse à peu près de 400 km/h, ce qui veut dire qu'au point d'impact, ça fait une puissance à peu près de 800 km/h. Je pense que quand même que le Pentagone est fait dans des matériaux quand même très solides, très résistants. Donc qu'on ne retrouve rien d'un avion, ça ne me paraît pas étrange. Par contre, je sais qu'on a retrouvé des boîtes noires. Les boîtes noires sont inexploitables du fait qu'elles sont restées à une chaleur intense pendant 15 jours, 3 semaines. Donc elles sont inexploitables. Mais quels sont les avions qui ont des boîtes noires? Ce sont des avions de ligne. Il n'y a pas d'autres avions, je ne connais pas d'autres avions. D'autre part, vous parlez d'une explosion, interne au Pentagone. Non, je ne parle pas d'une explosion interne au Pentagone. Non, vous dites qu'il y a une explosion, une bombe qui a été posée dans le Pentagone par des militaires. Non, pas dans le Pentagone, devant le Pentagone. Devant le Pentagone, mais de quelle puissance? Parce qu'il faut quand même une sacrée puissance. Oui, il faut une énorme puissance. Oui. Et vous pensez que quelqu'un peut venir mettre une bombe comme ça, tranquillement, devant le Pentagone? C'est précisément le problème que je pose. Pour apporter une bombe comme ça, qui est une charge énorme. Ah bah oui, il faut un camion, ça doit faire... Et donc le camion rentre sur la pelouse sans se faire remarquer du service de sécurité. Donc ça ne peut être que des gens habilités, c'est bien la question. Donc au nom de tout ce qu'il vient de décrire, vous dites c'est justement la preuve du complot, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Attendez. Bon, d'abord, votre théorie, c'est le complot musulman. Moi, je vous réponds, complot contre complot, discutons de tout. Hein. Bon, ensuite... On parle de complot musulman. Ah ben d'accord, ça arrive tout seul les avions, après vous. Il me semble que la théorie défendue ici, c'est avion ou pas avion contre le Pentagone. Oui, après, il se trouve que c'est le titre de votre livre. Non, attendez. Et si on a envie d'être méchant, c'est même ce que vous vendez. Donc le problème est bien entendu, et il faut vous en expliquer, d'autant plus que, comme vous le dites vous-même, ça soulève en effet de vraies questions, et des questions qui sont graves. Parce que si vous avez raison, je suis désolé, ce qui est pour l'instant quand même un sentiment qui reste minoritaire chez l'ensemble des analystes, je veux dire, si vous avez raison, c'est en effet extrêmement grave, Thierry Messant. Non, mais c'est extrêmement grave. Alors, je voudrais juste savoir ce que vous pensez, vous, Jean-Louis Dufour, je dirais, déjà de cette idée de possible explosion devant le bâtiment tel que l'a expliqué il y a quelques instants Thierry Messant, et je demanderai ensuite à Guillaume Brossard de nous dire comment il a suivi un petit peu tout ça. Alors, Jean-Louis Dufour. Justement, l'affirmation pêche dès le départ. Dire qu'il est impossible de mettre un camion piégé de 500, d'une tonne ou de 10 tonnes d'explosifs le long du Pentagone, il n'y a aucune preuve qui permette de le dire. Et dire que c'est obligatoirement des militaires américains qui ont fait entrer le camion est
une plaisanterie. Il y a 1000 exemples d'endroits extraordinairement bien protégés où on a pu rentrer sous prétexte de travaux, sous prétexte de travestissement, sous prétexte d'entreprises qui rentrent pour faire quelque chose. Et tout spécialement aux États-Unis, où on a bien noté au moment du 11 septembre que les contrôles de sécurité, notamment dans les aéroports et un peu partout, n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être. Autrement dit, l'affirmation initiale disant on ne peut pas rentrer sauf avec une complicité militaire américaine est absolument gratuite. Je vous remercie, colonel, de noter que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'avoir un avion. Non, mais c'est la c'est deuxième exactement ce qu'il vient de vous dire. Bon, maintenant, quant aux convictions que vous avez, vous, et ce que vous comprenez, alors, quant à la présence de l'avion, et on va dire sa disparition, puisque là aussi... La première fait, c'est qu'il y avait bien 4 avions et personne n'a dit le contraire. Absolument. Donc, si cet avion ne s'est pas écrasé contre le Pentagone, il s'est écrasé quelque part. Oui. Or, il y a des moyens d'investigation qui permettent de dire et de trouver et de voir où il s'est écrasé. Et il y a des moyens qui ne sont pas spécifiquement américains, mais qui peuvent être français. Les moyens satellites d'observation de la Terre permettent de voir où l'avion est tombé. Et si ça s'était confirmé, on pense qu'en France, on aurait pu le dire et on l'aurait annoncé avant vous. Oui, donc en fait, vous êtes en train de nous dire de façon assez claire, la question qui reste posée dans ce cas-là même, c'est où serait passé cet avion si en effet il avait disparu. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Thierry Messin? Je pose la question dans le livre. Et donc moi je m'interroge sur la chose suivante. Un avion a disparu à 500 km de Washington. On nous raconte que donc il a disparu, c'est-à-dire qu'on a perdu tout contact avec lui, il a disparu des écrans radars, il n'a pas été repéré donc par l'aviation civile, il n'a pas été repéré par les radars militaires, il n'a pas été repéré par les satellites d'observation, il n'a pas été repéré par la chasse qui a été lancée à sa poursuite. Peut-on penser qu'un Boeing 757 peut ainsi échapper à tous les systèmes d'observation sur 500 km? Donc ma réponse est évidemment non. Donc cet avion a disparu. Alors attendez, dans un pays développé, malheureusement. S'il n'a pas de transpondeur. Le b.a.-ba de l'aéronautique, monsieur, c'est d'identifier un avion. Un avion, on l'identifie avec un transpondeur. Oui. On est d'accord. Couper le transpondeur, les yeux au sol sont morts, on ne voit rien. Non, le transpondeur est là pour donner l'identité de l'avion. Oui. Il reste un écoradar. Là, il n'y a aucun Ça écoradar. dépend à quelle altitude il vole. S'il vole à moins de 500 mètres de D'accord. haut, Et donc- je vous assure que vous ne le voyez Donc pas. là, il n'y aura pas d'écoradar et il n'y a pas de satellite d'observation aux États-Unis. Il y en a, mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, il était bien au-dessus de la zone de l'avion? Parce que vous savez Attendez, vous savez comment c'est que c'est. Attendez, le territoire américain est quadrillé de toutes parts dans cette histoire. Et là, nous sommes dans une situation où l'alerte, non pas le niveau maximal, mais -1 avait été donné sur l'ensemble des forces armées américaines. Ce que vous dites là est impensable au regard de leurs moyens satellitaires. Moi, je sais qu'un avion peut passer à 500 mètres sans être vu par les radars s'il a le transpondeur. Il n'est pas vu par les satellites. Alors, c'est vraiment pas la peine d'acheter des satellites. La mission des C'est satellites, exactement ce que j'allais vous dire. dire. C'est pas du tout la mission des satellites. On a un cas bien précis, c'est le TW-800. TW-800, il a explosé, on ne sait pas pourquoi. On dit que c'est le réservoir central. Il y a d'autres théories qui courent là-dessus. On est d'accord? On n'a jamais pu avoir de photos de satellites de l'instant présent. Jamais. Sous la bonne et simple raison, c'est que le gouvernement américain nous a dit, à un moment donné, amendement numéro 1, on a le droit de mentir à qui on veut, comme on veut, pour une défense de sécurité de l'État. Donc voilà, nous sommes d'accord que le problème, ça n'est pas l'absence Thierry de Messin, ces documents, c'est le refus de les Une communiquer. question. Les témoins qui, pour l'instant, témoignent du fait d'avoir vu l'avion s'écraser, vous pensez que ce sont des faux témoins? Je ne pense pas du tout ça. Mais non, je pense pas. Je ne raisonne pas comme ça. Non, mais je vous pose la question. Attendez, je ne raisonne pas comme ça. Mon raisonnement est de dire, quand on donne des témoignages, on prend tous les témoignages. Nous avons des témoins qui disent avoir vu tomber un avion, nous avons d'autres témoins qui disent qu'il y avait une charge explosive. Pourquoi vous récusez ces autres témoins? Non, mais je ne récuse personne. Si. Vous procédez de façon Donc- assez étrange, qui Non, mais consiste attendez, en attendez. permanence, quand vous êtes sur un thème qui est délicat, à accuser les autres de ne pas vouloir prendre Alors, vos thèses. Alors, écoutez- on va faire quelque chose de très simple, ça vous permettra de répondre Oui. ensuite. On découvre le deuxième reportage. Allons-y. On va dire que c'est celui qui fait le point sur les faits que nous qualifions, en tout cas jusqu'à présent, d'officiels. Jusqu'à la sortie de votre livre, il est préparé par Nicolas Charbonneau et Pierre Griot. Le matin du 11 septembre 2001, 9h37, un Boeing 757 d'American Airlines vient de percuter l'aile ouest du Pentagone. Un peu plus tôt, le vol 77, suivi par les écrans radars de l'aéroport de Washington, a disparu. Il a perdu de l'altitude, il vole en rase-motte, et puis brusquement, l'appareil a changé de trajectoire, il s'est mis à descendre. Le Boeing effectue un virage très serré à 270 degrés, comme un avion de chasse juste avant l'impact, disent des témoins au sol. Aujourd'hui, ceux qui étaient là, ceux qui ont vu, se souviennent.
Une de mes amies était en train de me téléphoner pour savoir si j'étais au courant pour ce qui venait de se passer au World Trade Center. Bien sûr, je savais. Le monde entier en parlait et tout le monde ici au Pentagone. On regardait tous la télé. Cette amie m'a dit, en rigolant, « Le Pentagone, c'est la prochaine cible. Tu devrais vite sortir. » Elle plaisantait et c'est à ce moment-là très précis que l'avion a frappé le Pentagone. C'est arrivé en une fraction de seconde, comme ça, très vite. J'étais au téléphone, j'ai ressenti l'impact de l'avion. J'étais à quelques dizaines de mètres et j'ai entendu le bruit du métal qui explose, le feu, la boule de feu qui a traversé la zone. Les murs de mon bureau se sont désintégrés et j'ai été projeté en arrière, à plus de 2 mètres, contre ce qui restait du bureau d'à côté. Tout me tombait dessus et je me suis aperçu que j'avais encore le téléphone dans la main. C'est arrivé aussi vite que cela. Le Pentagone aujourd'hui, l'aile ouest, en pleine reconstruction, 140 000 mètres carrés de bureaux ont été dévastés. Sur place, il a fallu tout déblayer, la violence du choc et l'incendie ont tout pulvérisé. On n'a retrouvé que des débris de l'appareil. La structure de l'avion, essentiellement composée d'aluminium, a fondu lorsque la température est montée à plus de 600 degrés dans l'embrasement. Mais il n'y a aucun doute, c'était bien un avion. Nous sommes dans l'axe de l'appareil lorsqu'il s'est encastré dans le bâtiment, juste là, derrière la grue. Il s'est approché en rase-motte, en survolant la route, à si basse altitude qu'il a décapité les lampadaires. Un de nos employés, un ancien du Vietnam, un gaillard d'1,90 m, a vu l'appareil arriver sur lui. Il s'est jeté au sol pour éviter le réacteur. Cela vous donne une idée de la hauteur à laquelle l'avion est arrivé. À Washington, des dizaines de témoins ont effectivement vu le Boeing 757 d'American Airlines s'encastrer dans le Pentagone. À moins de 300 mètres de là, le cimetière d'Arlington, où l'on a enterré quelques-unes des victimes de l'attentat. Ici, on préfère ne pas évoquer l'effroyable rumeur, c'est une question de décence. Thierry Messant, on va revenir sur les éléments qui sont évoqués là. Vous avez remarqué que vos témoins n'ont rien vu de l'avion lui-même, ils ont ressenti une explosion, ils n'ont pas vu d'avion. Alors, il y a de très nombreux témoins qui disent clairement avoir vu cet avion. Enfin, on discuterait du détail de leurs témoignages qui sont contradictoires les uns avec les autres. Enfin, il y a un ancien du Vietnam qui s'est mis par terre et quand on voit excusez-moi la nature des travaux qui ont lieu en ce moment, on se dit en tout cas qu'il y a eu un impact extrêmement Absolument important. Pas, puisque le département de la Défense a expliqué que le système du Pentagone est construit en 5 zones différentes et qu'on a décidé de reconstruire la totalité de la zone indépendamment de savoir quelle était la partie atteinte, parce que il s'agissait des murs porteurs, donc on est censé refaire 1/5 du Pentagone. On lisait l'offre d'appel l'appel d'offres pour les entreprises qui soumettent à ce marché. Une question SMS parvenue pendant l'émission qui nous demande ce qu'est exactement le réseau Voltaire. Je voudrais par contre n'y passe trop de temps, mais que vous nous rappeliez en quelques mots. Je pense l'avoir dit au début de l'émission, mais c'est mieux si vous le précisez. Association de défense des libertés et de la laïcité. Bon, Association de défense de la liberté et de la laïcité. Éric Denessé, ça fait un moment que vous voulez intervenir. Comment vous réagissez à tout ça? Oui, il y a une chose que je trouve intéressante dès le début, c'est que dans la démarche, il est important de remettre en cause les informations qui nous proviennent des États-Unis pour une raison simple, c'est que la CIA et le FBI l'ont dit tout de suite après les attentats, nous mentirons, et c'est l'amendement numéro 1 que vous évoquiez, nous allons mentir pour protéger l'enquête. Donc, je trouve intéressante la démarche au départ de dire, bon, nous n'acceptons pas comme argent comptant tout ce qui nous est servi par les États-Unis. De remettre en cause. Voilà, sur le principe, là, je trouve que maintenant, effectivement, on a eu l'occasion déjà d'en parler tous les deux, à mon avis, l'analyse me semble peu solide, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, et qu'elle ne sera possible que si tous les dossiers du Pentagone sont ouverts. Au-delà, ce à quoi je n'adhère pas, c'est le pourquoi. Pourquoi? Quelle peut être la théorie derrière ça? Je pense que les explications que l'on peut trouver ne me paraissent pas tenir debout. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a dans le livre de Thierry Messant, je précise bien, mais si on y réfléchit, parce qu'il est important de n'écarter aucune piste, ça me semble le but de l'exercice, il y a peu de réponses qu'on peut mettre en face des questions. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez que, on va dire, la démonstration est souvent intéressante, parfois vous pouvez même la trouver vous convaincante, mais que je dis bien la démonstration sur les faits, hein, mais qu'en revanche, quand vous rentrez dans les éléments d'analyse tels qu'ils sont proposés, ça vous paraît à ce moment-là hors de propos?
Ce que je veux dire, c'est que notre rôle, c'est de décrypter ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. À partir du moment où on décrypte, on prend les éléments les uns après les autres. Et il y a effectivement des éléments troublants. Mais je ne parle pas uniquement sur le Pentagone. Excusez-moi, pour vous,